Le sang coulait encore de ma tempe, chaud et visqueux, imprégnant le col de ma chemise blanche. J'entendais le rire de mon frère, ce rire triomphant, cruel, qui avait accompagné le coup fatal résonner dans le silence de l'appartement parisien où je venais de mourir. Et puis, le néant. Ou du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que mes paupières s'ouvrent sur le plafond familier de mon ancien bureau, des années en arrière, avec le tic-tac de l'horloge qui marquait 14 heures précises, le jour même où tout avait basculé. Je me redressai d'un bond, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes posées sur le bureau en acajou poli. Ce n'était pas un rêve. Mon reflet dans la vitre embuée de la fenêtre donnait sur la scène confirmait l'impossible, j'avais 35 ans, pas 42, et le monde autour de moi était intact, vierge de la trahison qui m'avait conduit à la tombe. Mon frère, ce serpent que j'avais aimé comme un père, n'avait pas encore planté ses crocs. Mais je le voyais venir, ce poison, et cette fois, je l'avalerais le premier. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru un écrin de velours pour mes ambitions. Fils d'un horloger modeste du Marais, j'avais bâti un empire du luxe horloger, tant éternel, une marque qui ornait les poignets des élites de la place Vendôme. Mon frère cadet, Étienne, avait été mon ombre fidèle du moins, le croyais-je. Il gérait les comptes, souriait aux investisseurs, et moi, Alexandre Duval, je signais les chèques. Jusqu'à cette nuit d'octobre 2023, où il m'avait assommé d'un coup de statuette en bronze, volé les codes de la banque, et fui avec 15 millions d'euros, me laissant pour mort dans une mare de mon propre sang. La police avait conclu à un suicide, un geste désespéré face à la faillite imminente. Mais je savais la vérité, Étienne avait saboté les comptes, falsifié les audits, tout pour m'accuser et s'envoler vers une vie de luxe anonyme aux Bahamas. Et maintenant? J'étais de retour, le 15 juin 2018, exactement 3 mois avant la première fissure. Mon fils, Lucas, âgé de 8 ans à l'époque, jouait encore au ballon dans le jardin de notre maison de Neuilly-sur-Seine. Ma femme, Claire, vivait encore elle que la faillite et mon suicide m'avaient poussé à l'abîme, finissant par une overdose dans un hôtel miteux de Pigalle. Cette seconde chance n'était pas un cadeau des dieux, c'était une lame aiguisée, et je comptais bien l'enfoncer jusqu'à la garde. Je me levai, les jambes flageolantes, et composai le code de mon coffre-fort personnel intact, avec ses documents secrets. Là, enfoui sous des piles de contrats, le dossier que j'avais ignoré à l'époque, les preuves que notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque en 2010, mais empoisonné par Étienne lui-même, pour hériter prématurément de la petite boutique familiale. J'avais vu les analyses toxicologiques falsifiées, mais l'avais balayé comme une paranoïa. Aveugle. Pathétique. Cette fois, non. La vengeance ne serait pas un cri dans le vide, elle serait un opéra macabre, où chaque acte mènerait mon frère à sa propre chute, sans que quiconque ne soupçonne le fantôme qui tirait les ficelles. Le premier pas fut simple, presque anodin, un appel à mon notaire. Préparer un trust pour Lucas, inaltérable, avec tous les actifs de temps éternel. Étienne fronça les sourcils quand je lui annonçai la nouvelle, lors de notre déjeuner hebdomadaire au Café de Flore. Ses yeux verts identiques aux miens, trahirent une lueur fugitive la même que la nuit de ma mort. Frère, es-tu sûr? C'est risqué, avec la concurrence chinoise qui nous talonne. Je souris, feignant l'innocence. Au contraire, Étienne. C'est la seule façon de protéger l'héritage. Pour Lucas. Pour nous. Il avala sa gorgée de café, et je vis ses jointures blanchir sur la tasse. Le piège se refermait, invisible, mais inexorable. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants. Je réorganisai l'entreprise avec une précision chirurgicale, isolant Étienne des flux financiers cruciaux. Il protestait, « Bien sûr, tu me méfies-tu » Mais je riais, tapotant son épaule comme au bon vieux temps. En privé, je fouillais ses traces numériques, engageant un hacker discret de Belleville pour pirater ses mails. Et là, les premiers fils se dénouèrent, des transferts occultes vers un compte offshore au Panama, des rendez-vous avec un avocat véreux de la rue de Rivoli. Il préparait déjà son coup, anticipant ma faillite comme un échiquier où il était le roi. Mais j'étais le joueur ressuscité, et je connaissais toutes les ouvertures. Un soir de pluie battante, alors que je rentrais d'un gala à l'Opéra Garnier, je croisai par hasard ou plutôt, je m'arrangeais pour une ancienne maîtresse d'Étienne, une mannequin déchue nommée Sophie, qui hantait les bars de Montmartre. « Il parle de toi en dormant, Alexandre, murmura-t-elle, les yeux rougis par l'absinthe. Il dit que tu as tout pris, que le père t'a préféré. » La jalousie, cette vieille sorcière, avait rongé son âme depuis l'enfance. Notre père,
avec sa moustache grise et ses anecdotes sur les horloges du roi Soleil, m'avait légué la vision, à Étienne, seulement les chiffres. Et cela l'avait aigri comme du vinaigre. Je l'invitais chez moi, sous prétexte de consolation. Claire était en voyage à Lyon pour ses expositions de peinture, et Lucas dormait paisiblement dans sa chambre aux murs tapissés de posters d'astronomie. Sophie déversa tout, les plans d'Étienne pour saboter un gros contrat avec une maison suisse, les faux témoignages qu'il comptait fabriquer contre moi. Il te hait, Alexandre. Pour la gloire, pour l'amour de Claire qu'il convoitait en secret. Claire ? Mon cœur se serra. Je me rappelais vaguement, dans ma vie passée, ces regards qu'Étienne posait sur elle, trop longs, trop possessifs. Le monstre n'était pas seulement cupide, il était incestueux dans son désir tordu. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé dans le lit froid, je revivais ma mort, le choc du bronze contre mon crâne, le monde qui basculait, et son visage penché sur moi, murmurant « Désolé, frère. Mais c'est à moi, maintenant. » La rage me consumait, mais je la canalisais en un plan plus sombre. Un plan qui impliquerait des choix que même un prêtre confesserait avec horreur. Car la vengeance pure n'est pas justice, c'est un poison qu'on boit soi-même, et je m'y noierais volontiers si cela signifiait sa ruine. Le lendemain, je convoquai Étienne à une réunion d'urgence dans mon bureau surplombant les toits de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente aux drames humains. « Regarde ça, dis-je, lui tendant un faux rapport d'audit que j'avais fait fabriquer. Il pâlit en voyant les chiffres, une perte fictive de 2 millions due à ses erreurs. « Qu'est-ce que c'est que cette merde » siffla-t-il, son masque civil craquelant. Je me penchai en avant, nos visages à quelques centimètres. « C'est la fin, Étienne. À moins que tu ne confesses tout. Le père. Les transferts. Claire. » Ses yeux s'écarquillèrent. Comment savais-je pour Claire ? Et il recula, trébuchant contre la bibliothèque. Pour la première fois, la peur dansait dans son regard. La mienne. Mais il n'avoua pas. Au lieu de cela, il contre-attaqua subtilement, des rumeurs lancées dans les cercles d'affaires, insinuant ma paranoïa, mon alcoolisme supposé. Paris, cette fosse aux vipères, mordit à l'hameçon. Un investisseur clé se retira, et les actions de Temps Éternel chutèrent de 5%. Claire me confronta un soir, les larmes aux yeux. « Alexandre, que se passe-t-il ? Les gens parlent de divorce, de scandale. » Je la serrai contre moi, inhalant son parfum de lavande, et murmurai des mensonges apaisants. Mais intérieurement, je bouillonnais. Étienne avait touché à mon sanctuaire. C'est alors que Lucas entra en scène, ce petit garçon aux cheveux en bataille et aux questions infinies sur les étoiles. 8 ans, et déjà une intelligence qui perçait les ténèbres comme une supernova. Un après-midi, alors que je triais des documents dans le salon, il surgit avec un vieux journal familial qu'il avait trouvé dans le grenier. « Papa, regarde. Tonton Étienne a écrit ça quand il était petit. Il dit que grand-père lui a volé sa place. » Les mots, griffonnés d'une main enfantine, étaient un cri primal, je tuerai pour avoir ce qui est à moi. Mon sang se glaça. Lucas, avec son innocence perçante, avait déterré le premier clou du cercueil d'Étienne. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa » demanda-t-il, ses yeux bleus ceux de Claire fixés sur moi. Je m'agenouillai, posant une main sur son épaule frêle. « Ça veut dire que la famille cache des monstres, mon fils. Mais toi et moi, on va les chasser. » C'était le début d'une alliance improbable, un père ressuscité et son enfant prodige contre le chaos. Lucas ne savait rien de ma mort passée, bien sûr, pour lui, c'était un jeu, une chasse au trésor. Mais ses intuitions d'enfant, ses pressentiments et qu'il appelait ses étoiles intérieures deviendraient l'arme fatale. Nous commençâmes par des missions anodines, Lucas empruntait le téléphone d'Étienne lors de ses visites, et moi, j'enregistrais ses conversations. Des preuves accumulaient, un appel à un tueur à gages freelance pour s'occuper d'un rival, des mailles codées pour blanchir l'argent volé. Chaque nuit, je revivais des flashs de ma vie antérieure, le procès truqué, l'enterrement où Étienne pleurait des crocodiles, Claire s'effondrant en silence. La haine me rongeait, me poussant à des extrémités que je n'aurais jamais imaginées. Un choix controversé surgit bientôt, Sophie, l'ex-maîtresse, offrit de séduire Étienne à nouveau, pour le piéger en flagrant délit d'adultère avec une mineure falsifiée, un chantage qui ruinerait sa réputation. « Fais-le, lui dis-je, ignorant les scrupules qui me nouaient l'estomac. C'était immoral, borderline illégal, mais nécessaire. Paris n'était pas une ville de saints, c'était un théâtre où les masques tombaient sous les projecteurs impitoyables.
La confrontation éclata lors d'une soirée d'anniversaire pour Lucas, au cœur de l'été 2018. La maison bruissait de rires forcés, de coupes de champagne qui pétillaient sous les lustres en cristal. Étienne arriva en retard, son sourire plaqué comme un masque de carnaval. Il offrit à Lucas une montre bon marché, une contrefaçon pathétique, et je vis mon fils la fixer avec dédain. « Merci, tonton. Mais papa dit que le temps vrai ne se vend pas. » Les mots innocents de l'enfant firent vaciller Étienne, il me lança un regard assassin par-dessus la tête de Lucas. Plus tard, dans le jardin éclairé par des guirlandes, il m'entraîna à l'écart. « Qu'est-ce que tu fabriques, Alexandre ? Ces audits, ces trusts. Tu veux me virer ?» Sa voix était un sifflement bas, chargé de venin. Je sortis mon téléphone, lançant l'enregistrement de son appel au tueur. Son visage se décomposa. « Où as-tu eu ça ? » Je m'approchai, murmurant, du passé, Étienne. D'un futur que tu m'as volé. Il blêmit, comprenant à demi-mot que quelque chose d'anormal se tramait. Pour la première fois, il recula, balbutiant des excuses. Mais je ne lâchai pas, je lui tendis un ultimatum, restituer l'argent volé à notre père, ou je diffusais tout. Il choisit la fuite. Le lendemain, il disparut, emportant avec lui les 5 millions qu'il avait siphonnés en urgence. La presse s'empara de l'affaire, scandale chez Temps Éternel, le frère du PDG volatilise les fonds. Paris bruissait de ragots, des cafés de Saint-Germain au salon feutré du 16e. Claire, dévastée, me supplia de le traquer. Pour Lucas, dit-elle. Et moi, le ressuscité, je hochai la tête, sachant que la traque ne ferait que commencer. Les mois suivants furent un jeu du chat et de la souris à l'échelle internationale. Grâce à mes contacts un détective privé ex-légion étrangère, un réseau d'informateurs dans les casinos de Monaco où je pistais Étienne jusqu'à Nice, où il se planquait sous un faux nom, dépensant l'argent en yacht et en escorte. Mais il était rusé, il contre-attaqua en liquant des faux documents accusant moi de fraude, déclenchant une enquête de la DGCCRF. Les bureaux de Temps Éternel furent perquisitionnés, et je dus comparaître devant un juge au palais de justice, sous les flashs des paparazzis. C'est là que Lucas, maintenant 9 ans, brilla de mille feux. Obsédé par les codes et les énigmes depuis qu'il avait lu un livre sur Alan Turing, il avait passé des nuits à décrypter les mailles d'Étienne que nous avions interceptées. « Papa, regarde. Il utilise un algorithme simple, comme dans mes jeux. J'ai trouvé son mot de passe pour le compte Panama. » Ses petits doigts volaient sur mon ordinateur portable, et soudain, l'écran s'illumina d'un solde, 12 millions, intact. Mon fils de 9 ans avait craqué le code qui me sauverait. Mais le triomphe fut teinté d'ombre. Pour transférer l'argent légalement, je dus recourir à un schéma gris, un virement fantôme via une société écran à Genève, impliquant un pot de vin discret à un banquier suisse. Claire découvrit le pot aux roses et explosa, « Tu deviens comme lui, Alexandre. Un monstre pour vaincre un monstre. » Ces mots me transpercèrent, car elle avait raison. La vengeance me déformait, me rendant aveugle aux dommages collatéraux. Lucas, sentant la tension, se blottit contre moi un soir, « Papa, les étoiles disent que la lumière revient toujours. Même après l'orage. » Son innocence était mon encre, mais aussi ma condamnation. Le climax approcha en hiver 2019, lors d'une tempête qui flagellait la Côte d'Azur. J'avais attiré Étienne à Cannes, sous prétexte d'une réconciliation pour un investissement fictif. Il mordit à l'hameçon, désespéré par ces fonds qui fondaient comme neige au soleil. Nous nous rencontrâmes dans un hôtel Belle Époque surplombant la mer Méditerranée, les vagues se brisant comme des applaudissements moqueurs. Il entra, hagard, sa barbe naissante le rendant méconnaissable. « Frère, pardonnons-nous, mentis-je, versant du cognac dans des verres en cristal. » Mais au lieu de paix, je posai la question fatidique, « Et père ? Le poison dans son café, ce matin de 2010 ?» Il se figea, le verre à mi-chemin de ses lèvres. « Quoi ? Tu délires. » Je sortis les preuves, l'analyse toxicologique authentique, exhumée d'un labo confidentiel, et son masque tomba. « Il m'a volé ma vie. Toi, l'aîné parfait, avec tes idées brillantes. » J'avais droit à tout, hurla-t-il, bondissant pour m'étrangler. Nous luttâmes, corps contre corps, comme des frères siamois séparés par la haine. Le couteau que j'avais glissé dans ma poche, un souvenir de notre enfance, gravé là et trancha l'air, et je le plantai dans son épaule, non pour tuer, mais pour marquer. Du sang jaillit, maculant le tapis perçant. La police,
alerté anonymement par Lucas depuis Paris où mon petit génie avait composé le numéro d'urgence sur une ligne sécurisée, déboula minutes plus tard. Étienne fut menotté, hurlant des insanités sur ma folie. Mais les preuves étaient irréfutables, les virements, les enregistrements, le poison. Le twist vint comme un coup de tonnerre, dans sa cellule, il avoua non seulement le meurtre de père et sa tentative contre moi, mais aussi une liaison avec Claire, des années plus tôt, qui avait enfanté. Un secret. Lucas n'était pas mon fils biologique. Étienne était son père. Le monde s'effondra. Claire, confrontée, sanglota la vérité, une nuit d'ivresse, une erreur qu'elle avait enterrée par amour pour moi. Je t'ai choisi, Alexandre. Toujours. Mais le doute empoisonna tout. Lucas, apprenant la nouvelle lors d'une visite au commissariat où j'avais été imprudent, me regarda avec des yeux écarquillés, « Mais papa, les étoiles disent que la famille, c'est ce qu'on choisit, pas le sang. » 12 ans plus tard, dans cette vie réécrite, il avait grandi en un adolescent de 12 ans, forçant Étienne à payer non seulement en prison, mais en restitution totale des fonds, via un procès médiatisé qui fit les unes du Figaro. Pourtant, la victoire était aigre. Étienne pourrit en centrale de Clairvaux, brisé, mendiant mon pardon dans des lettres que je brûlais. Claire et moi divorçâmes, mais restâmes amis pour Lucas, ce fils choisi, qui devint le cœur battant de Temps Éternel, transformant l'entreprise en un géant éthique de la tech horlogère. Moi, je vis avec les fantômes, le sang sur mes mains, les choix qui m'ont sali l'âme. Paris brille toujours, indifférente, mais dans ses ruelles sombres, je sais que la renaissance n'est pas une grâce. C'est une malédiction vengeresse, éternelle. Et si le cycle recommence? Lucas, avec son intelligence stellaire, murmure parfois, « Papa, et si tonton revenait ?» Je souris, serrant le couteau gravé dans ma poche. Alors, mon fils, nous serons prêts. Les jours suivant ma renaissance furent un kaléidoscope de sensations oubliées, le goût du croissant frais chez le boulanger du coin, le bruit des klaxons sur les Champs-Élysées, le poids de la main de Claire sur mon épaule au petit déjeuner. Tout était si vivant, si cru, que je me surprenais à pincer mon bras pour vérifier la réalité. Mais les nuits. Ah, les nuits étaient le purgatoire. Je me réveillais en sueur, le crâne fracassé par l'écho du coup, le rire d'Étienne comme un refrain infernal. « Tu es mort, Alexandre. » « Mort, me hurlais-je dans le miroir, jusqu'à ce que mes ongles entaillent la peau. Pour masquer ma crise, je me plongeais dans le travail. Temps Éternel était alors une perle en devenir, nos montres, inspirées des automates de Vaucanson, fusionnées mécaniques et numériques, avec des cadrans qui projetaient leur hologramme discret. Les commandes affluaient des galeries Lafayette aux boutiques de Genève. Étienne, avec son bagou de vendeur, excellait dans les négociations, il charmant les Saoudiens comme les Japonais. Nous sommes invincibles ensemble, me disait-il souvent, et j'acquiesçais, ignorant le serpent sous la chemise. Maintenant, armé de la prescience, je sabotais subtilement ses efforts. Lors d'une foire à Bâle, je oubliais de valider un contrat clé qu'il avait négocié, le laissant bredouille devant un client furieux. « Comment as-tu pu » sifflait-il dans l'avion du retour, ses poings serrés. Je haussai les épaules, une erreur humaine, frère. Ça arrive. Mais ses yeux, ces miroirs de ma propre âme brûlaient de suspicion. Il commença à fouiller mes affaires, à poser des questions à Claire sur mes humeurs étranges. Elle rit, Alexandre est juste stressé. Comme toujours. Le vrai choc vint d'un souvenir enfoui, en fouillant le grenier familial, je déterrai une boîte de lettres jaunies, écrite par notre mère avant sa disparition en 2005. Étienne est jaloux, mon chéri. Il te voit comme un rival, pas un frère. Surveille-le. Mère s'était suicidée ou du moins, c'était la version officielle après avoir découvert les premiers larcins d'Étienne, des vols mineurs dans la caisse de l'horlogerie. Il avait 16 ans, moi, 23. J'avais couvert pour lui, par amour fraternel. Aveugle, encore une fois. Ces lettres étaient la clé, un motif de destruction familiale, un cycle que je briserais. Lucas, sentant mon agitation, devint mon confident inattendu. « Papa, pourquoi tu regardes tonton comme s'il était un méchant dans mes BD » demanda-t-il un jour, assis en tailleur sur le tapis du salon, entouré de ses Legos en forme de fusée. Je m'assis à ses côtés, choisissant mes mots comme un horloger ses rouages. Parce que parfois, les méchants portent un masque, fiston. Et il faut être malin pour le voir. Il hocha la tête, sérieux, et sortit un dessin, moi en super-héros, cap au vent, terrassant un dragon nommé. Alors, on va l'arrêter ensemble ?
J'éclatai de rire, le serrant contre moi. Ce gamin serait ma rédemption ou ma damnation. Le plan s'affina, utiliser Lucas comme appât innocent. Je l'encourageai à jouer avec l'ordinateur d'Étienne lors de ses visites, à poser des questions sur les trésors cachés qu'il mentionnait vaguement. L'enfant, avec sa curiosité insatiable, mordait à l'hameçon. Bientôt, il rapportait des bribes, tonton a un coffre secret, avec des billets qui volent comme des oiseaux. Étienne, flatté par l'intérêt de son neveu, baissa sa garde, révélant des indices sur son compte offshore. C'était cruel d'impliquer un enfant, je le savais, un choix qui me entrait, mais la vengeance exigeait des sacrifices, et Paris, avec ses intrigues byzantines, ne pardonnait pas la faiblesse. Claire, de son côté, devint un pion involontaire. Je l'envoyai en voyage d'inspiration à Provence, sachant qu'Étienne la rejoindrait comme dans ma vie passée, où il avait tenté de la séduire pendant mon burn-out. Grâce à un traceur GPS sur son téléphone, je suivis leurs échanges, des messages ambigus, des invitations voilées. La jalousie me rongeait, non pour l'adultère potentiel, mais pour la trahison qu'il incarnait. Quand elle rentra, les jours rosés par le soleil, je la confrontai doucement, il t'a écrit, n'est-ce pas? Elle rougit, avoua une conversation innocente. Je la pardonnai sur le champ, mais planter la graine du doute, il est toxique, Claire. Pour nous tous. La tension culmina lors d'un dîner familial au restaurant L'Ami Louis, ce bastion de la gastronomie parisienne où les steaks frites coûtent un rein. Étienne, saoul de vin rouge, lâcha une bombe. Alexandre, tu sais que père m'a déshérité dans son testament oral? Il t'a tout légué parce que tu étais le fils parfait. Point. La table se figea, Claire posa sa fourchette, Lucas écarquilla les yeux. Je feignis la surprise, c'est absurde. Père nous aimait égaux. Mais intérieurement, je jubilais et il se dévoilait, filant droit dans mon piège. Cette nuit-là, seul dans mon bureau, je contactai un avocat spécialisé en succession frauduleuse, rue Saint-Honoré. Exhumer le testament. Vérifier les signatures. Les résultats confirmèrent, Étienne avait forgé une clause, s'appropriant une part occulte. Avec cela, je pouvais le ruiner légalement. Mais il frappa le premier, une nuit, des bruits de pas dans la maison. Je bondis, arme à la main, un pistolet légal, souvenir de mon service militaire et trouver la porte entr'ouverte, des papiers éparpillés. Il avait tenté de me cambrioler, pour effacer les preuves. Le lendemain, je renforçai la sécurité, installant des caméras. Paris dormait, mais ses ombres veillaient. Les mois passèrent en une danse macabre. Temps éternel prospérait sous ma houlette ressuscitée, je lançai une ligne Renaissance, des montres avec mécanismes autoréparants, symbole de seconde chance. Les critiques s'enflammèrent, Duval réinvente le temps, clamait le monde. Étienne, relégué aux tâches subalternes, bouillonnait. Il sabota une expédition à Dubaï, perdant 1 million en douane falsifiée. Quand je le confrontai, il craqua, tu me hais depuis toujours. Pour mère, pour père. La mention de mère me frappa comme un coup, il savait pour le suicide, pour ses lettres. C'était un accident, mentit-il. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. C'est Lucas qui fournit la preuve décisive. Fouillant dans les affaires d'Étienne lors d'une soirée pyjama, il trouva une fiole vide du même poison que pour père, achetée sur le dark web. Papa, c'est pour les plantes, il a dit. Mais ça sent bizarre. Mon cœur s'arrêta. 8 ans, et il tenait l'arme du crime. Je confisquai la fiole, la fis analyser en secret, résidu de cyanure. Le piège se resserrait, Étienne était piégé dans sa propre toile. Mais la vengeance exigeait plus qu'une arrestation. Elle réclamait une humiliation publique, un opéra de souffrance. Je décidai de la tirer dans un gala caritatif à l'hôtel de Crillon, où les élites parisiennes se pavanaient. Là, devant caméra et flash, je diffuserai les preuves via un hack live orchestré par un allié de la rue des Rosiers. Claire s'y opposa farouchement, c'est de la diffamation. Tu détruiras la famille. La famille, rétorquai-je. Elle est déjà morte, tuée par lui. Nos disputes devinrent légendaires, écho des salons haussmanniens où les Duval se déchiraient en silence. Le gala approchait, et avec lui, le point de non-retour. Lucas, sentant l'orage, dessina une carte des étoiles, pour que papa gagne sans se perdre. Ces mots me hantèrent. Étais-je encore l'homme que j'avais été, ou un spectre assoiffé de sang? Paris, avec ses façades dorées et ses abysses cachés, me renvoyait mon reflet brisé. La tempête montait, et je marchais droit dedans, l'âme au clair.
le gala au crayon fut un chef-d'œuvre de tension, un bal masqué où les sourires dissimulaient les poignards. J'arrivais en smoking Armani, Claire à mon bras en robe Dior écarlate, un choix ironique, teinté de sang. Étienne était là, bien sûr, invité par moi sous couvert d'unité familiale. Il paradait, serrant des mains, son charisme intact malgré les fissures. « Frère, quel plaisir !» me lança-t-il, clinquant son verre de Dom Pérignon contre le mien. Ses yeux glissaient sur Claire, possessifs, et je dus réprimer l'envie de lui briser la mâchoire sur place. Lucas, laissé à la maison avec une nounou, m'envoya un texto codé « Notre jeu secret, l'étoile polaire brille. Lance le signal. » À 22h, alors que l'orchestre jouait un valse de Ravel, je m'approchai de la scène. Le maître de cérémonie me tendit le micro pour un discours sur le temps qui guérit. « Mesdames, messieurs, commençai-je, la voix ferme, le temps n'est pas linéaire. Il boucle, il ressuscite les erreurs passées. » Un murmure courut, les caméras au Homer. Puis, d'un geste discret, j'activai le hack, des écrans géants clignotèrent, projetant les preuves virement, mais, l'analyse du poison. La salle explosa en un chaos symphonique, cris, verres brisés, Étienne blêmissant au milieu de la foule. Il se rua vers moi, le visage tordu, espèce de salaud. Tu as tout truqué. Mais la sécurité aux mes hommes, déguisés en serveur, le plaqua au sol. Claire, horrifiée, me gifla, que as-tu fait, avant de s'effondrer en larmes. Les flashs crépitaient comme une mitrailleuse, demain, Paris se réveillerait sur un scandale shakespearien. L'enquête qui suivit fut un tourbillon judiciaire. Le procureur, un vieux renard de l'île de la Cité, me convoqua pour complicité de diffamation. Monsieur Duval, ces preuves. Comment les avez-vous obtenues? Je souris, invoquant des sources anonymes et des audits internes. En vérité, Lucas avait été le cerveau, son décryptage enfantin avait fourni les codes, et Sophie, l'ex, avait servi d'appât pour un dernier enregistrement compromettant. Étienne, incarcéré à la santé, hurla son innocence lors des audiences préliminaires, accusant une cabale familiale. Mais les faits parlaient, 15 millions détournés, 2 meurtres potentiels, une vie de mensonge. Pourtant, le twist familial me rongeait. Claire avoua tout lors d'une nuit pluvieuse, dans notre cuisine aux carreaux ébréchés. C'était après ton accident de voiture en 2010, Alexandre. Tu étais en coma, et Étienne. Il était là. Une erreur, un moment de faiblesse. Lucas, fruit de cette nuit, n'était pas de mon sang. Le choc me paralysa, j'avais élevé un enfant qui portait les gènes du monstre. Pourquoi ne pas l'avoir dit, murmurai-je. Par peur de te perdre. Elle pleura, et je la tins, mais le poison s'infiltra, chaque regard sur Lucas me rappelait la trahison. Décision controversée, je gardai le secret, pour l'instant. Utiliser Lucas contre Étienne devint plus personnel, plus tordu. À 9 ans, il devint mon espion junior, posant des questions innocentes lors des visites en prison autorisées sous prétexte de réconciliation familiale. « Tonton, pourquoi tu as pris l'argent des étoiles ?» demanda-t-il lors de la première, micro caché dans son ours en peluche. Étienne, affaibli par la détention, craqua, « Parce que ton oncle m'a volé ma place, petit. Et toi? Tu es à moi, en un sens. » Les mots, enregistrés, scellèrent son sort, aveu indirect de paternité, plus inceste moral. La presse s'emballa, le fils secret du traître, l'empire Duval en péril. Les actions plongèrent, et je dus racheter des parts à vil prix, finançant un redressement musclé. Claire, brisée, entama une thérapie à l'hôpital Sainte-Anne, murmurant des regrets sur les amants passés. Moi, je sombrais dans l'insomnie, hanté par des visions, ma mort alternative, où Lucas grandissait orphelin, Étienne libre et riche. La vengeance me sauvait, mais me tuait à petit feu. Un rebondissement surgit de l'ombre, Sophie, l'ex, réapparut, enceinte. De lui, dit-elle, caressant son ventre. Étienne avait semé une autre graine avant sa chute. Elle exigea de l'argent pour avorter discrètement, mais je vis une opportunité, garde-le. Je paierai tout, et tu témoignerais contre lui. C'était monstrueux marchander une vie naissante mais nécessaire pour le procès. Elle accepta, et son témoignage, poignant, fit pencher la balance, Étienne condamné à 25 ans pour meurtre, fraude et tentative d'assassinat. Lucas, apprenant sa vérité biologique lors d'une conversation maladroite avec un oncle lointain, me confronta un soir d'automne, sous les feuilles mortes du jardin. « Papa, suis-je comme lui ?» Ses yeux,
verts comme ceux d'Étienne, me transpercèrent. Je m'agenouillai, la gorge nouée, non, mon fils. Tu es la lumière qu'il n'a jamais eue. Choisis qui tu veux être. Il hocha la tête, mais le doute s'était planté. À 12 ans, dans cette chronologie réécrite, il devint obsédé par la justice, lisant des livres sur le droit, codant des algorithmes pour traquer les fraudeurs. C'était mon legs empoisonné. Paris, témoin indifférent, continua son ballet, les lumières de Noël illuminaient les champs, masquant les cicatrices. Temps éternel renaquit plus fort, avec Lucas comme muse ou une montre étoile filante pour enfants, connectée à une app d'apprentissage. Mais intérieurement, je payais le prix, ulcère, cauchemar, une solitude qui rongeait comme l'acide. Claire partit pour un atelier à Berlin, laissant une note, « Retrouve-toi, Alexandre. » Avant qu'il ne soit trop tard. Le procès final, au printemps 2020, fut un cirque. Étienne, amaigri en costume trop large, implora, « Frère, c'était la jalousie. Pas la haine. » Je témoignai froidement, énumérant les faits comme des heures sur un cadran. La sentence tomba, perpétuité effective. En sortant, sous une pluie battante, Lucas glissa sa main dans la mienne, « On a gagné, papa. » Mais à quel prix? Sa question, innocente, me brisa. La victoire était pyrrhique, j'avais sauvé l'Empire, mais perdu mon âme. Pourtant, la vie reprit, têtu. Lucas grandit, un prodige qui intégra Polytechnique à 16 ans, transformant Temps éternel en leader de l'IA horlogère. Claire revint, sporadiquement, et nous recollâmes les morceaux en amis fracturés. Étienne? Des rumeurs de suicide en cellule, démenties, mais son ombre plana toujours. Et moi, le ressuscité, je regardais la scène couler, me demandant si le temps pouvait vraiment guérir ou si la vengeance n'était qu'un boucle éternel. Les années post-procès furent un exil intérieur, un Paris reconquis mais vide d'éclat. Temps éternel dominait le marché, nos boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honoré rivalisant avec Rolex en innovation, des montres quantiques prédisant les crises cardiaques via l'IA. Lucas, adolescent précoce, codait les algorithmes, son esprit un vortex de logique pure. « Papa, le temps n'est pas une ligne, c'est un graphe, disait-il, les yeux brillants. » À 12 ans, il avait forcé Étienne à restituer chaque centime via un fonds bloqué par le tribunal, un triomphe judiciaire qui fit de lui une légende naissante dans les annales du droit français. Mais la maison de Neuilly était un mausolée. Claire, revenue pour Lucas, vivait en spectatrice, nos dîners étaient polis, nos nuits séparées par un mur de non-dit. « Tu m'as changé, Alexandre, confia-t-elle un soir, un verre de chardonnay à la main. Ton feu. Il a tout consumé. Je ne pouvais nier, la Renaissance m'avait forgé en l'âme, aiguisé pour trancher, mais émoussé pour aimer. Les choix controversés s'accumulaient comme des dettes, le chantage à Sophie, qui avait accouché d'un garçon prénommé Victor élevé en secret, financé par moi, pour racheter les péchés d'Étienne. Était-ce charité ou manipulation? Même moi, je l'ignorais. Un nouveau spectre émergea, des lettres anonymes, postées de Clairvaux. Tu n'as rien gagné, frère. Le sang appelle le sang. Étienne, vivant, ourdissait depuis sa cellule, corrompant des gardiens pour des messages codés. Il visait Lucas, menaçant de révéler publiquement sa paternité pour le briser. La peur, cette vieille compagne, revint, je renforçai la sécurité, engageant des bodyguards ex-DGSE. Lucas, sentant l'ombre, se rebella, papa, arrête. Je ne suis pas une victime. Laisse-moi l'affronter. C'était folie. À 13 ans, il exigea une visite seule. Pour clore le cycle, plaida-t-il. Contre mon gré, j'acceptais un choix parental qui me rongerait. Derrière les barreaux, Étienne le toisa, un sourire carnassier, mon fils. Viens, apprends de ton vrai père. Lucas, impassible, posa un magnétophone, confesse tout, ou je publie tes lettres. Étienne rit, mais craqua sous la pression de ce regard, un miroir de son propre vice. Il avoua, le poison pour père, le coup pour moi, la nuit avec Claire. Pour te détruire, Alexandre. Parce que tu avais tout. L'enregistrement, diffusé anonymement au procureur, rouvrit le dossier, Étienne transféré en isolement, ses privilèges abolis. Mais le prix pour Lucas fut lourd, cauchemar, thérapie, une armure d'ironie qui masquait sa vulnérabilité. Je suis ton fils, papa, me dit-il un jour, serrant une montre Renaissance. Sans ou pas. Ces mots guérirent une plaie, mais en ouvrir d'autres, doutais-je encore de lui? Claire, apprenant la confrontation,
explosa, tu l'as utilisé comme appât. Comme moi. Notre réconciliation fragile vola en éclats, elle partit pour de bon, emmenant des toiles inachevées. Seule Sophie resta, Victor sur ses genoux, une famille recomposée bancale. Merci d'avoir cru en nous, murmura-t-elle. Mais gratitude rimait avec culpabilité, j'avais créé un autre cycle, un enfant marqué par le péché originel. Le climax financier survint en 2022, un consortium chinois offrit 500 millions pour temps éternel. Étienne, via un avocat véreux, contesta depuis sa cellule, réclamant sa part fraternelle. Le procès, au tribunal de commerce, fut un cirque, expert en balayage, rumeur de corruption. Lucas, témoignant à 14 ans, décortiqua les fraudes avec une précision chirurgicale, tonton a volé le temps de tout le monde. Mais le mien, il ne le touchera plus. La salle applaudit, le juge trancha en notre faveur. Pourtant, la twist finale me frappa comme un retour de flamme. Dans les archives exhumées, une lettre de mère, Étienne n'est pas le seul coupable. Ton ambition, Alexandre, a allumé le feu. J'avais poussé père à l'expansion, ignorant ses dettes, déclenchant la jalousie. Étais-je le vrai architecte de la chute? La révélation me plia en deux, la vengeance s'était retournée contre moi, miroir impitoyable. Paris, en cette fin d'été 2025, bruissait de festivals, la fête de la musique approchait, masquant les fissures. Lucas, maintenant un jeune homme, lança une fondation antifraude, honorant père. Claire revint pour l'inauguration, un sourire timide, peut-être que le temps guérit, après tout. Nous dansâmes, maladroits, sous les étoiles. Mais dans l'ombre, je gardais le couteau gravé. Étienne, libéré conditionnel en 2040? Non. Le cycle s'était brisé ou du moins, je le croyais. La Renaissance enseigne, le passé n'est jamais enterré, il respire, attend le prochain tic-tac. Le dénouement s'étira comme un crépuscule interminable, où la lumière de la victoire se muait en pénombre introspective. 2025 marqua le zénith, temps éternel valait 1 milliard, coté en bourse, avec Lucas comme VP Innovation un gosse de 12 ans dans la peau d'un titan, forçant les investisseurs à ravaler leur scepticisme. Mon frère a disparu avec notre argent, titrait le Parisien en écho ironique à l'affaire, jusqu'à ce que mon fils de 12 ans le force à payer. La une, punaisée dans mon bureau, était un trophée aigre-doux. Étienne, relégué aux oubliettes de Clairvaux, envoya une dernière lettre, tu as gagné la bataille, mais perdu l'âme. Regarde Lucas, il porte ma marque. Les mots me transpercèrent, car ils sonnaient vrais. Mon fils, génie ou monstre en herbe? Ses nuits blanches sur des codes, son détachement croissant envers Claire écho d'Étienne. Je le surveillais, paranoïaque, installant des trackers sur ses gadgets. Un choix paternel toxique, qui culmina en dispute, papa, tu me traites comme lui t'a traité. Laisse-moi respirer. Claire, revenue pour de bon, Médisa, tu reproduis le cycle, Alexandre. Arrête, ou perds-le. Sa présence, un baume empoisonné, ravivait les souvenirs, nos amours juvéniles au Louvre, avant les ombres familiales. Nous tentâmes une thérapie de couple à Montparnasse, déballant les tripes sous un psy freudien. La résurrection n'efface pas les cicatrices, diagnostiqua-t-il. Vrai. Ma seconde vie était une greffe rejetée, pulsant de rejet. Le twist ultime vint d'une source improbable, Victor, le demi-frère secret, maintenant 7 ans. Sophie, installée à Marseille, m'appela en larmes, il a trouvé des lettres d'Étienne. Il veut te rencontrer. Le gamin, aux yeux verts identiques, débarqua à Paris, un sac à dos sur l'épaule. T'es mon oncle? Ou mon ennemi, demanda-t-il, direct comme un coup de surin. Lucas et lui se jaugèrent, deux moitiés d'un tout fracturé. Contre toute attente, ils s'alliancent, des après-midi à coder des jeux, à rire de bêtises. Le sang ne ment pas, dit Lucas, mais on peut le réécrire. Ce fut la catharsis. Inspiré, je fondai l'Héritage Renaissant, un fonds pour victimes de fraude familiale, financé par les restitutions d'Étienne. Paris acclama, gala au Ritz, discours à l'UNESCO. Mais en privé, je confrontai mon démon. Une visite finale à Clairvaux, sous un ciel de plomb. Étienne, vieilli prématurément, me toisa, viens admirer ton œuvre. Je posai le couteau gravé sur la table, pas pour te tuer. Pour clore. Il pleura, avouant tout, l'amour tordu pour Claire, la haine pour père, le regret pour moi. Pardon, frère. Je partis sans un mot, le laissant avec son écho. Le happy end?
illusoire, comme toute rédemption. Claire et moi nous remariâmes en petit comité au Sacré-Cœur, Lucas et Victor porteurs d'alliance. Temps éternel devint un empire vertueux, avec Lucas forçant une loi anti-blanchiment au Parlement, le fils qui fit plier le traître. Mais les nuits, je sentais le sang sur mes tempes, le rire fantôme. La vengeance avait payé la dette, mais laissé des intérêts cosmiques. Paris, éternel, coule ses lumières sur la Seine. J'y marche, ressusciter mes humains, sachant que le temps n'est pas un ennemi, c'est un allié traître. Et si le cycle recommence? Lucas, adulte, murmure, on est prêt, papa. Oui. Prêt pour la prochaine boucle.